Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui un tout petit peu en retard pour le premier update lecture du mois de février que j'aurais dû vous tourner ce week-end, que vous aurez dû avoir hier en ligne mais je n'ai pas pu, voilà, pour des raisons personnelles, donc je le tourne maintenant. Donc on est lundi 23 février, je reviens du taf, donc je suis un petit peu crevée, mais j'espère que cette vidéo ressemblera tout de même à quelque chose, sachant qu'il commence à faire nuit, donc je vais me dépêcher de vous tourner tout ça. Tout d'abord, je vais vous parler du tome 5 de Pam Pam Panda, une vie en douceur de Sato Holokura, c'est publié chez Nobinobi. Donc la série est terminée au Japon en 8 tomes et le tome 6 est prévu en France pour le 9 avril. Donc Pam Pam Panda, je vous en parle depuis déjà un petit moment, j'ai pas énormément de choses à vous dire dessus, c'est un petit Kodomo, tranche de vie très mignon, voilà, si on aime les pandas, si on aime les animaux de manière générale, qu'on soit jeune, adulte, peu importe, même si c'est pour un public enfant, personnellement j'apprécie beaucoup cette série. Donc dans ce tome 5, petite particularité, on a l'arrivée d'un nouveau personnage qui est un chien, donc voilà la petite Praline adopte ou trouve un chien, je ne sais plus trop. Et on voit que Panettone, donc cet énorme panda, est complètement flippé à l'idée de vivre avec un chien, donc il ne pourra pas vivre avec. Et voilà, c'est quelques petits chapitres avec l'arrivée de ce chien dans la famille. Donc je vous montre au niveau dessin ce que ça donne, c'est quand même super choupinou niveau dessin. Encore une fois, ça plaira aux petits et aux grands, ça peut être une idée de lecture si vous avez des enfants en bas âge, mais bon, même en tant qu'adulte, je pense que c'est une lecture qu'on peut apprécier, même si niveau scénario, ok, ça casse pas trois pattes à un canard, on s'en doute bien. À la fin, vous avez de chaque tome des petits croquis comme ceci. Donc voilà, les tomes sont un petit peu chers, ils sont à 9,45 €, ce qui est un tout petit peu cher, mais bon, les tomes sont entièrement en couleur, côté édition c'est vraiment top, vous avez même, si je vous le trouve, voilà, par exemple des petits jeux, donc c'est vraiment le livre qui est conçu à la base pour les enfants, mais que je vous conseille vivement si vous cherchez une lecture toute choupinette et pas du tout prise de tête. Alors là, je rentre dans la catégorie shoujo qui va être une très grosse partie de cette vidéo parce qu'il n'y aura que des shoujo et des shonen par la suite. Donc là, je vais vous parler du tome 17 de Divine Nanami de Julieta Suzuki, c'est publié chez Delcourt. La série est toujours en cours au Japon avec déjà 20 tomes de parus et le tome 18 est prévu en France pour le 8 avril. Donc Divine Nanami, là aussi je vous en ai parlé déjà dans quelques vidéos, c'est un shoujo avec des yokai que j'apprécie beaucoup. Dans ce tome 17, Nanami fait un dernier voyage dans le temps pour sauver Tomoe de la malédiction qui le frappe. Ce voyage dans le temps est également une occasion pour elle d'en apprendre un petit peu plus sur Yukiji qui était la femme qui aimait Tomoe. Donc elle comprend tous les malheurs qu'a pu traverser cette femme. C'est un tome excessivement touchant de par les flashbacks, donc on voit le passé de Tomoe et de Yukiji qui est pas franchement très gai, même sa vie elle n'était pas franchement très gaie, et on a en même temps un côté très tendre parce qu'enfin la relation entre Tomoe et Nanami évolue, et ça c'était franchement super choupinou, ça fait quand même pas mal de tomes qu'on attend ça. Niveau dessin, voilà ce que ça donne. Voilà. On a aussi une petite illustration de Tomoe juste super belle. Donc voilà, c'est un shoujo que je conseille toujours autant si vous aimez les shoujo avec énormément d'humour, beaucoup d'amour, des yokai, voilà, un petit peu de fantastique. Même si je trouve que la série se rapproche beaucoup de la série Inuyasha, pour ceux qui connaissent. Voilà, il y a quelques similitudes entre les deux séries, j'apprécie beaucoup d'ailleurs Inuyasha également. Donc un shoujo que j'aime beaucoup et que je vous recommande. Je continue en vous parlant du tome 5 de Bienvenue au club de Nikki Hasada, c'est publié chez Akata. Donc la série est toujours en cours au Japon avec déjà 9 tomes de parus et le tome 6 est prévu en France pour le 9 avril. Donc ce tome 5 qui est intitulé Bienvenue au club des nuls, parce que chaque tome a en fait une appellation différente que vous voyez sur le dos du manga. Le tome 4, ça date un petit peu, mais souvenez-vous, il se terminait sur un super suspense, c'est-à-dire que notre héroïne était sur le point de faire sa déclaration au garçon qu'elle aime, et c'est vraiment quelque chose qu'on attendait depuis déjà un petit moment. Et ça arrive enfin dans ce tome 5, et autant vous dire la réaction, je l'attendais plus ou moins, enfin, je me disais que ça allait pas être aussi facile que ça. C'est un tome là aussi où il y a beaucoup d'émotions, où les relations entre les personnages avancent pas mal. Voilà, c'est un shoujo que j'apprécie beaucoup parce qu'il y a vraiment ce côté tranche de vie, il y a beaucoup d'humour et puis les personnages sont tous plus attachants les uns que les autres. Dans ce tome 5, on a l'arrivée d'un nouveau personnage qui est un petit peu le gars qui va foutre clairement le bordel dans le groupe et qui va apporter voilà son petit côté piment, je dirais, dans la série.
Donc je sais que certains d'entre vous ont commencé la série, voilà, parce que j'en ai parlé, et n'ont pas spécialement accroché. Bon, personnellement, je suis toujours à fond dedans, donc je ne peux que la recommander, même si je peux comprendre que ça soit pas non plus extraordinaire. Voilà, on a peut-être déjà lu d'autres shoujo tranches de vie un petit peu similaires, mais personnellement, j'adore le chara-design, voilà, le côté, l'édition est juste génial. Et voilà, je trouve que c'est une lecture assez rafraîchissante. Et c'est pas un shoujo qui me lasse pour l'instant. J'enchaîne avec le tome 3 de Orange de Ichigo Takano. C'est toujours publié chez Akata. Donc la série est toujours en cours au Japon avec déjà 4 tomes de parus. Et il ne me semble pas qu'on ait la date pour le tome 4 en France. Donc Orange fait partie de mes shoujo chouchou de 2014. Bienvenue au club aussi d'ailleurs, il me semble. J'ai un gros doute, mais il me semble qu'il en fait partie aussi. Orange, je sais que pas mal d'entre vous là encore l'ont commencé et par contre l'adorent parce que voilà, c'est une série qui a fait le buzz et dans le très bon sens du terme. Alors je ne dirai pas grand chose à propos de ce tome 3 parce que sinon ça serait vous spoiler la grosse révélation en gros qu'il y a dans ce tome 3 et qui va vraiment remettre pas mal de choses en question. Et j'ai franchement hâte de voir dans le tome 4 comment ça va être développé parce qu'on le voit à peine dans ce tome 3 et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner par la suite. Il se passe énormément de choses, il y a surtout 2 grosses révélations, une qui arrive au début, une qui arrive à la fin et ça promet quelque chose de franchement top pour le tome 4, mais je ne vous dirai pas de quoi il s'agit parce que ça serait vraiment vous spoiler en gros le gros truc de ce tome 3. Nao est toujours en train d'essayer de faire tout ce qu'elle peut pour rendre la vie la plus agréable possible à Kakelu. Voilà, elle essaye de lui faire oublier son passé assez sombre, de faire en sorte qu'il ne soit pas tout seul à broyer du noir. Et elle y arrive tant et si bien qu'au bout d'un moment, lire la lettre ne lui suffit plus, dans le sens où elle a tellement modifié le futur, on pense dans le bon sens du terme, que finalement la lettre ne lui sert plus à rien et elle se rend compte qu'elle va devoir prendre des initiatives par elle-même, quitte à peut-être faire des erreurs et à faire ce qu'il ne faudrait pas qu'elle fasse pour ne pas que ce qui se passe dans la lettre se produise. Alors je ne sais absolument pas si cette phrase est française, mais il est tard, je suis très fatiguée, alors essayez de traduire. En gros c'est un tome 3 qui, comme les 2 premiers tomes, est bourré d'émotions. Voilà, bon, en plus niveau travail, couverture, dessin, c'est juste magnifique. Donc voilà, je vous montre la couverture et la 4e de couverture. C'est un shoujo où les personnages sont très très attachants, où vraiment on compatit avec eux. En plus il y a des moments super tristes dans ce manga. Voilà, enfin, il suffit de lire le tome 1 pour comprendre qu'il y aura des passages tristes pendant toute l'histoire. Je ne pense pas que ce soit une série honnêtement qui soit très très longue par la suite. Bon là déjà on a pratiquement rattrapé le Japon, mais je ne pense pas que ça dure encore très très longtemps. Bon, j'espère tout de même un happy end, même si voilà, il y a des moments où on se dit ça va sûrement mal se terminer. Je ne l'espère pas, mais voilà, là c'est encore une fois un shoujo. Alors je sais, le manga a changé de classification, c'est à présent un seinen et plus un shoujo. Petite parenthèse à ce sujet, pourquoi je dis que c'est un seinen et plus un shoujo? Car le manga a changé de magazine de prépublication et c'est ce magazine de prépublication qui donne sa classification au manga. Donc oui, ça parle d'histoire d'amour, de tranches de vie, mais ça peut tout de même être un seinen du moment où le magazine qui le prépublie est un magazine seinen. Voilà, alors je sais, c'est toujours le grand débat sur ma chaîne, enfin en commentaire, de me dire que oui, pourquoi tu dis que c'est un shonen alors que c'est un seinen ou vice versa, et je vous réponds systématiquement que ce n'est pas moi qui décide de la classification du manga, qui me dit non, moi je vois bien seinen là, c'est pas un shoujo ça. C'est tout simplement, vous allez sur des sites comme Manga News, Manga Sanctuary, Notilion, ce que vous voulez, et vous cherchez la classification du manga, et vous ne regardez pas la classification française du manga. Voilà, des fois c'est le cas pour, je ne l'ai pas ici, pour l'Attaque des Titans, il est classé seinen en France alors qu'il s'agit d'un shonen. C'est le choix de la maison d'édition française de changer la classification pour la France parce qu'elle estime peut-être que le public visé n'est pas le même public visé au Japon. Voilà, ou que ça correspond mieux à sa ligne éditoriale seinen plutôt que shonen, bref. Mais sachez bien qu'il faut regarder le magazine de prépublication du manga donc au Japon. Et ce magazine, vous cherchez tout simplement sur Wikipédia, sur Google, ce que vous voulez. Et si c'est un magazine qui est indiqué comme shonen, shoujo, seinen, etc., eh bien ça sera ça, la classification du manga, point à la ligne. Ne cherchez pas plus compliqué, ne cherchez pas à vous dire oui, alors le manga traite de tel thème, donc fatalement il va se retrouver dans telle catégorie. Ça ne marche pas comme ça, c'est plus bateau, j'ai envie de vous dire, voilà, c'est dans le Shonen Jump, et ben ça sera un shonen. Voilà. Et cherchez pas midi à 14h, ça sera comme ça. Tout ça pour vous dire que c'était encore une fois un très très bon tome de Orange, que j'ai franchement hâte qu'on ait une date pour le tome 4.
Je pense qu'on l'aura cette année car bon, Akata les publie tout de même assez rapidement et je pense que c'est une série qui continuera à faire le buzz encore un petit moment car ça le mérite franchement. Ensuite, je suis désolée si je parais un petit peu speed, si je parais survoler un petit peu les tomes, mais j'ai encore pas mal de tomes à vous présenter et je ne voudrais pas que les luminosités deviennent totalement pourries et que vous ne voyez plus rien à la fin. Donc là, je vais vous parler du tome 34 de Skip Beat de Yoshiki Nakamura, c'est publié chez Saka Casterman. Je ne sais jamais lequel est deux, bon c'est Casterman. La série est toujours en cours au Japon avec déjà, bah, je vois plus rien, avec déjà 36 tomes de parus et le tome 35 est prévu en France pour le 17 juin. Donc là par contre, rythme de Skip Beat en France depuis déjà quelques mois de cela, c'est franchement ralenti du fait qu'on se rapproche de la parution japonaise qui est totalement normale. Là on est dans quelque chose de beaucoup plus léger que les précédents tomes où Kyoko est un petit peu sous tension, voilà, la relation avec Ren est un petit peu sous tension, ça recommence à être sous tension d'ailleurs à la fin du tome. D'ailleurs je vous montre des dessins parce que franchement, comment vous dire que c'est vraiment un shoujo dont j'apprécie beaucoup les dessins. Donc voilà, je vous montre un peu les dessins parce que c'est vraiment un shoujo dans lequel tout pourrait passer rien que par les dessins. Qui sont vraiment juste géniaux et c'est vraiment le shoujo que je vous conseille de lire si à un moment vous n'avez pas le moral, vous êtes en bad, vous avez besoin d'une lecture avec du peps qui va être rafraîchissante, vous allez vous prendre des barres de rire. C'est vraiment un shoujo qui est fait pour ça. Bien entendu, il y a une superbe histoire d'amour naissante entre nos deux protagonistes, mais on n'en est pas encore là. Au tome 34, on n'en est pas encore à l'histoire d'amour entre les deux, pour vous dire à quel point c'est compliqué entre les deux personnages. Mais c'est vraiment un shoujo que je prends beaucoup de plaisir à suivre, même si le rythme est franchement long du coup. Alors par contre, ce qui m'a un peu fait halluciner, c'est à la fin, en fait c'est la fin de ce manga, donc je vais pas vous parler de la fin du tome 34 parce que sinon ça va spoiler celles et ceux qui ne sont pas à jour niveau lecture, mais c'est la fin qui m'a un petit peu, le comportement de Kyoko en fait de ne pas reconnaître une certaine personne, voilà, alors qu'elle l'a sous les yeux, juste parce qu'il y a une couleur de cheveux et des yeux différentes, elle ne reconnaît pas la personne, alors que, bah oui, c'est bien la bonne personne que tu as devant toi. Donc c'est le petit moment un peu what à la fin du tome où je me suis dit mais tu captes pas que c'est lui, enfin je sais pas, c'est tellement évident. Quand vous lisez le manga vous voyez pas les couleurs donc fatalement vous savez pas si le personnage est spécialement blond ou brun. Et du coup j'étais en train de me dire mais pourquoi elle a bugué, elle reconnaît pas. Donc voilà, je pense qu'on aura la résolution de ce petit truc dans le tome 35, donc du coup il faudra attendre le mois de juin. Je vous en parlerai au mois de juin, mais voilà, c'est vraiment un shoujo que j'adore. Alors je sais, il y a beaucoup de tomes. Il me semble, si je vous dis pas de conneries, qu'il y a un anime, mais un anime qui du coup, bah, vu que le manga va super loin, l'anime a dû s'arrêter vachement avant. Donc ça peut être une alternative, mais bah, je conseillerais toujours le manga papier anyway, du simple fait que personnellement je ne suis absolument pas anime. Allez, un dernier shoujo et après je passe à la partie shonen promis. Donc là je vais vous parler du tome 3 de Husk of Eden de Kizaragi Yoshinori, c'est publié chez Doki Doki. Donc la série vient de s'achever au Japon en 4 tomes, c'est juste hallucinant que ça vienne de se terminer en 4 tomes. Donc on n'a pas de date nous pour le tome 4, chercher une date, mais il me semble que le tome 4 il va sortir au Japon au mois de mars, en février ou mars, enfin c'est vraiment là de suite maintenant que ça va sortir. Donc du coup on l'aura peut-être d'ici la fin de l'année. Et autant vous dire, c'est pas quelque chose que je prends comme une super bonne nouvelle. Alors vous allez me dire oui mais attends, au moins ça fera une série bouclée, ce sera pas une série qui part en cacahuète où t'achètes 20 tomes et t'en vois pas la fin. C'est sûr, mais pour ceux qui ont lu ce tome 3, alors déjà je vous montre le dos, alors je sais pas si vous allez bien voir l'illustration qu'il y a sur le dos du manga, mais je trouve ça juste super beau. Enfin, les couvertures sont juste magnifiques, cette série est juste géniale. Si vous avez lu ce tome 3, on a encore des réponses à rien du tout dans le tome 3. Alors certes, ce qu'il y a dans cette fameuse tour, là, la Ziggurat, là, Eldorado, on s'en fout. On sait que c'est un prétexte. On s'en fout pourquoi absolument le gouvernement veut la protéger et les rebelles veulent la détruire, il me semble. Voilà, oui, le gouvernement veut la protéger, les rebelles veulent la détruire. Donc ça on s'en fout, c'est plus intéressant, ça va être les relations entre les personnages, c'est le passé des personnages, le comportement des personnages, tout ça. La tour finalement, même si à la fin je suis pratiquement sûre qu'on ne saura pas ce qu'il y a dedans, les personnages d'ailleurs, genre les soldats du gouvernement qui protègent cette fameuse tour, ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Des fois ça soulève un peu des questions, genre mais pourquoi on se bat, on protège quoi finalement. Ça à la limite on peut l'occulter, c'est pas grave si on n'a pas de réponse à la fin du manga. Mais voilà, il y a tellement de choses qui sont lancées dans ce tome 3 qui sont juste géniales. On en apprend plus sur certains personnages, il y a toujours des personnages qui vont disparaître parce que c'est un manga, un shoujo, enfin oui là vous vous demandez mais en quoi c'est un shoujo, c'est rien un shoujo pour le coup. Des personnages qui vont disparaître atrocement
On va comprendre qu'il y a, voilà, on est dans un monde où les gens sont sans pitié, ils vont pas hésiter à tuer quelqu'un qui était proche d'eux, tout simplement parce qu'ils considèrent qu'ils ont fait une faute et qu'ils ont plus ou moins trahi. Voilà, donc c'est vraiment un monde très cruel. C'est une très très bonne série que je ne peux que vous recommander. Mais voilà, l'annonce est tombée il y a quelques jours de cela que la série était terminée en 4 tomes. Et je sais que certains prennent très bien la nouvelle, genre ouf, allez hop, je termine la série en 4 tomes, au moins à juger c'est vendu. Mais moi je me dis que c'est dommage, quoi. Alors je dis pas qu'il aurait fallu qu'elle fasse 20 tomes non plus, mais entre 5 et 10 tomes ça aurait été pas mal. Voilà, ça aurait mérité un peu plus de tomes, je pense. J'espère que le tome 4 sera satisfaisant, mais je ne pense vraiment pas que l'auteur arrivera à tout boucler en un seul tome. Alors ensuite, je passe à la partie shonen de cette vidéo. Je vais vous présenter 3 shonen. Donc le tome 7 de Seven Deadly Sins de Nakaba Suzuki, c'est publié chez Pika. La série est toujours en cours au Japon avec déjà... j'ai perdu ma page, avec 13 tomes toujours en cours. Le tome 8 est prévu pour le 1er avril et le tome 9 pour le 3 juin. Donc Seven Deadly Sins, petit rappel pour ceux qui rejoignent à peine ma chaîne et qui n'ont peut-être pas vu toutes mes autres vidéos, c'est l'un de mes shonen chouchou de 2014. C'est voilà, c'est vraiment la découverte que j'ai vraiment, je pense, le plus adoré niveau shonen en 2014. Donc je vous montre la couverture parce que autant j'étais pas hyper fan du chara-design des couvertures de prime abord, mais j'adore la couverture de ce tome 7. Donc voilà, et le dos avec toujours la frise qui continue petit à petit. Donc pour ceux qui ont lu le tome 6, vous savez que le tome 6 se termine sur un truc où vous êtes juste what the fuck, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que nous fait Meliodas. Donc Meliodas, d'ailleurs vous le voyez sur cette couverture, vous comprenez qu'il n'est pas dans son état normal. Et on voit vraiment sa véritable apparence, de quoi il est capable, son côté obscur, on va dire. Donc voilà, ça va donner lieu à des combats franchement intéressants. Il va y avoir là encore des disparitions de personnages. C'est pas le shonen tout beau, tout mignon, où il ne se passe rien. Donc voilà, c'est quand même un shonen où il se passe pas mal de choses, ça bouge beaucoup. Il y a quand même une bonne touche d'humour. Un tout petit peu, mais alors franchement à peine de fanservice. Voilà, franchement, je pourrais vous en montrer, mais c'est vraiment pas ce qu'on va le plus voir dans cette série. Ce qui est surtout très intéressant dans ce tome 7, c'est l'arrivée d'un 5e membre des Seven Deadly Sins que l'on ne voit réellement qu'à la toute fin du tome. Parce qu'en fait on pense qu'on le voit pendant une partie du tome et en fait c'est pas lui. Là, on est en suspense jusqu'au bout, c'est-à-dire l'auteur arrive à garder le suspense et à vous faire le retournement de situation finale dans les dernières pages et à juste trop vous donner envie d'acheter le 8. Heureusement que Pika a un rythme de parution assez rapide, on va dire, avec cette série, parce que c'est vraiment des tomes qui se bouffent ultra vite. Pour moi, ils se bouffent aussi vite que des tomes de Fairy Tail. Alors je sais que je vais peut-être m'attirer des foudres de certains, genre oui, tu compares ça à Fairy Tail, le machin. Je sais que Fairy Tail, c'est toujours le shonen à gros débat, que certains sont super fans, que certains trouvent ça ridicule. Voilà, personnellement j'adore, et Seven Deadly Sins c'est partie de ces shonen où il n'y a pas trop, oui, là vous entendez, il y a un tout petit peu de magie, ça se voit un tout petit peu sur la couverture, mais il y a plus que ça. Voilà, c'est beaucoup plus original. Il y a des similitudes. Voilà, j'ai fait une vidéo, mais je vous y renvoie, ma toute première découverte manga sur Seven Deadly Sins, sur les 2 premiers tomes, où je disais que justement il y a des similitudes entre les 2 séries. Mais si on approfondit bien, si on continue de lire les tomes, on se rend compte que ça prend quand même 2 directions assez différentes et que les 2 séries sont intéressantes à leur manière. Pour moi, ça prend une très très bonne tournure. Il n'y a aucun tome qui m'a déçu, il n'y a aucun tome que j'ai jugé inutile, ou vous savez, les tomes un petit peu transitoires où il se passe pas grand chose, où on se dit ouais, bah voilà, il y avait des combats, on a appris un truc et fin du tome. Non, ça, enfin, je veux dire, ouais, dans Bleach on a ça par exemple, mais dans Seven Deadly Sins, non, vous n'aurez pas ce genre de mauvaise surprise. Un shonen, voilà, aventure, action, je sais plus trop ce que c'est, fantastique, truc comme ça, que je vous recommande vivement si vous hésitez à l'acheter, si vous êtes un petit peu rebuté encore une fois par les couvertures comme Animal Kingdom, où vous vous dites non, ça fait gamin. Voilà. Par contre, la 4e de couverture est plus sympa limite que la première de couverture. Je sais, ça peut paraître pour enfants, pour jeunes enfants qui va commencer à découvrir les shonen, mais croyez-moi, ça vaut le détour. Et pour l'instant, ceux à qui j'ai parlé, qui ont commencé la série également, l'apprécient beaucoup. Donc voilà, une série que je ne peux que vous recommander. Je continue en vous parlant du tome 8 de Haikyuu, les As du volet de Haruhi Furudate. C'est publié chez Kazemanga. La série est toujours en cours au Japon. J'ai l'impression que je vous présente que des trucs en cours, à part Pampan Panda et Euskofeden. Tout le reste est en cours, je m'en excuse. Donc, Haikyuu est toujours en cours, il y a déjà 15 tomes parus au Japon. Donc oui, pour Seven Deadly Sins,
J'ai oublié, il y a un anime, hein, pour ceux qui sont plus anime que manga papier, il y a un anime. Voilà, je ne sais pas combien il y a d'épisodes, je ne sais pas jusqu'où ça va, mais vous avez toujours un anime si ça vous intéresse. Donc, ça, c'est toujours en cours au Japon avec déjà 15 tomes de parus. Le tome 9 est prévu pour le 8 avril et le tome 10 pour le 24 juin. Donc ça, autant vous dire, ça sent le bon gros shonen sport qui ne va pas s'arrêter à la dizaine de tomes, ni peut-être même à la vingtaine de tomes. J'espère que ça fera comme Colocos Basket, qu'on aura une annonce de fin, genre non, ça se termine? Oui, ça se termine, voilà. Alors même si Colocos Basket, apparemment il y a une suite qui se prépare. Bref, Haikyuu, donc ça fait partie là encore des séries que j'ai adoré découvrir en 2014. J'ai découvert en 2014, oui, janvier 2014, si je ne dis pas de bêtises. Alors là, les chiffres en fin de journée, quand vous avez vu des chiffres depuis 7h30 le matin, pas énormément de choses à vous raconter, vous en doutez, c'est du shonen sport lambda, donc comme je disais à la Colocos Basket. Donc dans ce tome, on a le match, alors je regarde les noms parce que le nom des équipes, enfin des lycées, Karasuno, qui est donc, on va dire, le lycée de nos héros, enfin de nos protagonistes, qui va affronter Aoba Jose, qui est donc le lycée adverse. Donc le match avait commencé, voilà, oui, il avait commencé déjà dans le tome précédent, là on a vraiment la fin du match, et fin assez surprenante. Enfin voilà, je dis pas que c'est toujours les mêmes qui peuvent gagner, que c'était prévu d'avance que telle équipe allait gagner, mais je dois avouer que la fin est assez surprenante. Je m'attendais pas vraiment à ce dénouement là. Enfin, jusqu'au bout ça m'aura tenu en suspense. Voilà, jusqu'au bout on se demande mais punaise, mais lequel des deux va gagner. C'est genre ça reste à égalité pendant je sais pas combien de chapitres avant de paf. Voilà, ça se termine. Puis à cela ils sont un petit peu on passe à autre chose, genre faut commencer à bosser les prochains matchs. Donc je vous montre en même temps un petit peu ce que ça donne niveau dessin, parce que franchement niveau dessin, c'est... Je suis pas hyper fanat des mangas sport, mais celui-là il a vraiment un chara-design que j'aime beaucoup. Voilà, en plus la couverture du tome 8, je la trouve franchement sympa. Donc c'est quoi du tome 8, hein, pas du tome 9. Parce que je sais qu'on a déjà eu ce souci avec des tomes de Haikyuu, de se dire c'est quel numéro, parce qu'il y a tellement souvent des joueurs avec leur numéro sur la couverture qu'on est un petit peu perdu à lire c'est quoi le numéro du tome. Donc quand vous avez un doute, vous regardez là. Voilà, donc la fin du tome, on comprend qu'ils vont participer. Donc là, c'était les... C'était quoi? Et donc, c'est un... C'est quoi? C'est le tournoi officiel. Non. Les éliminatoires interlycées. Voilà, et à la fin du tome, ils se préparent pour participer au... Méga suspense, genre la vidéo ultra bossée comme vous pouvez le voir. Le printemps interlycée. Voilà, apparemment c'est une autre compétition un petit peu moins high level, mais apparemment voilà, qui serait une occasion de bien bosser et de monter en grade. De toute manière, dans les mangas sport, c'est toujours un petit peu ça, enfin, dans les mangas sport lambda, je dirais, parce que vous avez du manga sport comme Real, dont j'ai déjà parlé également dans une découverte manga, où l'intérêt c'est pas vraiment des matchs ou des trucs comme ça, c'est plus le côté humain. Tandis que là, le côté humain, c'est pas qu'on s'en fout un petit peu. Je veux dire, les personnages sont quand même un petit peu étoffés tout de même. Ils sont pas tout lisses ou... Voilà, on voit un tout petit peu leur passé, leurs difficultés, tout ça. Mais ce qui prime en avant, c'est les matchs et l'évolution de l'équipe petit à petit. Le fait qu'ils travaillent de mieux en mieux ensemble, qu'ils s'entendent de mieux en mieux, qu'ils se découvrent des affinités, tout ça. Voilà, c'est plus ce qu'on va retrouver dans ce genre de manga plutôt que de l'humain. Si vous voulez vraiment un manga sport, alors plutôt handisport d'ailleurs, avec de l'humain, où on va vraiment plus traiter de l'être humain que du sport presque en lui-même, je vous conseille plus Real. Voilà, c'est vraiment deux lectures totalement différentes, c'est pas du tout le même délire. Hein, d'ailleurs, hein, ça c'est beaucoup plus fun, beaucoup plus détente, même s'il y a des passages où on est un petit peu ouais, voilà, en stress, en train de se dire comment ça va se terminer. Donc si vous voulez un manga sport, bah là par contre je l'imagine assez long, sur du volet, c'est une très bonne lecture. Voilà, alors après c'est pas le manga du siècle, ce sera peut-être pas le manga sport du siècle, mais il fait bien son taf dans le genre manga sport divertissant, prenant et avec du suspense. Et je conclus avec le tome 6 de Areadi de Kyushiki Nanatsuki et Yang Kyung-il, que j'ai encore massacré le nom au passage. C'est publié chez Pika. Donc la série est toujours en cours au Japon avec déjà 10 tomes de paru. Le tome 7 est prévu pour le 1er avril et le tome 8 pour le 3 juin. Donc je vous montre la couverture parce que comment vous dire que Areadi, les couvertures sont juste magnifiques. Donc voilà.
la 4e de couverture qui est pas mal non plus. Donc ce qu'on retient de ce tome 6, c'est qu'on en apprend beaucoup sur le passé de Jin. Donc Jin, si vous ne situez pas, c'est le gars sur la couverture du tome 1. C'est pas spécialement le protagoniste de l'histoire, mais c'est un des protagonistes de l'histoire. Et avec donc ce gros flashback, c'est pas vraiment un flashback, parce qu'en fait c'est grâce au pouvoir d'une Altered que les personnages vont se retrouver dans le passé de Jin, et donc voir voilà ce qu'il y a un petit peu quand il a commencé à avoir ses pouvoirs, et aussi son passé avec son frère, voilà, parce que son frère, s'il s'est embarqué sur l'île, enfin, le gars s'est plus ou moins volontairement embarqué sur cette île de dingue pour retrouver son frère. Et donc on se dit, mais pourquoi, c'est qui son frère? On comprend que son frère, c'est, enfin, qu'entre les deux, son frère, c'est pas le plus sympa. Et on comprend qu'est-ce qui a mené son frère à être aussi méchant, aussi sans pitié. Voilà. Donc l'histoire s'étoffe petit à petit, on a toujours l'arrivée de nouveaux personnages avec des nouveaux pouvoirs. Je vous montre au début, on a cette page couleur, enfin je veux dire, ça me rappelle trop le dessin animé ou les films de X-Men. Voilà, c'est vraiment, si vous aimez d'ailleurs cet univers un petit peu mutant, tout ça, bah, je pense que c'est une lecture qui pourrait vous plaire. Alors voilà, on a en plus, je veux dire, Jin, quand on sait son pouvoir, donc bien sûr je ne vais pas vous spoiler si vous n'avez pas encore commencé la série, Jin, on sait son pouvoir, je crois pas qu'on le sache dans le tome 1, mais on le sait assez vite, enfin on comprend assez vite de quoi il est question. Son pouvoir, comme on peut s'en douter, ça va être de tome en tome, selon les combats qu'il va faire, ça va être totalement différent. Et c'est vachement intéressant. Ça change un petit peu du simple pouvoir, comme je vous disais, du feu, de la glace, ou ça sera toujours du feu et de la glace. Il y en a qui ont ce genre de truc, voilà, il y en a qui ont ce genre de pouvoir. Voilà, donc je vous montre un petit peu ce que ça donne. Le chara-design est juste génial. Encore une fois, c'est une série qui m'a plus convaincue à la base pour ses dessins que pour son scénar. Et finalement, niveau scénar, j'apprécie beaucoup, je veux dire... voilà, on a des personnages vraiment cruels, sans pitié, là encore, voilà, c'est des méchants, c'est pas des faux méchants, vous voyez, des mangas où vous avez des méchants, c'est pas vraiment des méchants, où vous comprenez par la suite que, ouais, en fait, ils sont pas vraiment méchants. Et là, vous comprenez que ceux qui sont méchants, ils sont vraiment méchants. Là, je suis sûre que la moitié d'entre vous vous êtes dit, c'est bon, on comprend plus rien, on arrête de regarder là, ça ne veut plus rien dire. J'espère que vous aurez accroché jusqu'au bout de cette vidéo, parce que je sens moi-même que ça vire dans du n'importe quoi. C'est vraiment un tome que j'ai beaucoup apprécié. Bon, il y a une bonne partie sur le passé de Jin. Suite à cela, il y a un gros combat, parce qu'en fait, Jin, bon, pour rappel, c'est pas un gros spoil de vous dire ça, il doit abattre, il doit en tuer combien? Il doit tuer les 3 chefs de la ville, parce qu'en fait la ville est divisée en quartiers et qui sont dirigés par des chefs, qui sont donc les plus puissants, plus ou moins, du quartier. En fait, ses amis à Jin, donc les amis, le petit groupe d'amis qui s'était composé au début du manga, se sont fait kidnapper, on va dire entre guillemets, et donc pour les récupérer en vie, il doit tuer les chefs de chaque ville. Non, les 3 chefs de la ville, il n'y a qu'une ville. Bref, il doit tuer les 3 chefs. Et lui, c'est pas le gars, vraiment, c'est pas un meurtrier, c'est pas un gars mauvais. Enfin, je veux dire, c'est le gars, il veut pas la paix sur Terre non plus, mais c'est pas dans son délire de tuer les gens gratuitement comme ça. Mais il va quand même pas hésiter à faire tout ce qu'il peut pour que ses amis s'en sortent sains et saufs. On se rend compte que il va faire ce qu'on lui dit, mais il va le faire sans le faire. Voilà, je n'en dirai pas plus, je reste floue parce que franchement j'ai pas non plus envie de vous spoiler qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va pas faire. Je préfère que vous le découvriez par vous-même, donc voilà encore un très très bon tome. Jusque là la série ne me déçoit pas, je ne regrette absolument pas de l'avoir commencé malgré le fait qu'elle soit toujours en cours au Japon. Ainsi s'achève ce premier update lecture du mois de février, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il n'aura pas été trop brouillon, trop speed, trop... Voilà, je pars un petit peu en tous les sens. Encore une fois, je suis désolée, cette vidéo aurait dû être plus tôt sur ma chaîne. Je vais faire en sorte qu'elle arrive de faire le montage assez vite pour que vous l'ayez plus ou moins dans les temps. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez lu certains de ces mangas, s'il y en a qui vous tentent, s'il y en a peut-être vous n'avez pas le même avis que moi à leur sujet. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.